Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. La plupart des élites intellectuelles nord de France ont quitté la France. Je n'y peux rien. Je veux dire, je pars recommencer moi l'éducation que les parents n'ont pas donnée à leurs enfants, à savoir créer en eux de la fierté et du sens du collectif. C'est que nous, on paie les impôts en France, c'est ce que je disais aux Français, et on n'a pas le droit d'avoir des postes. On n'a pas le droit d'exister, mais nous payons. Et il faut que la jeunesse reprenne le flambeau, et vous ne l'aviez pas fait. La famille des funérailles des tabous, bonjour. Alors, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Il y a quelques semaines, on a allumé une mèche. L'explosion est toujours en cours. Des centaines de commentaires, des débats incendiaires, des messages privés. Vous savez, pour cette fameuse émission avec Fatma Bouvet de la Maisonneuve, Océane de Who Loves You et Calixte Beyala. Ce soir, on remet le couvert, mais cette fois, on retire les gants. Calixte Beyala est de retour seul, déchaîné, incontrôlable. Plus de trio pour tempérer ses propos. Plus de modération. Juste elle, sa rage, lucide et zéro langage de bois. Écrivaine militante, électron libre de la pensée noire française, Calixte Beyala a passé sa vie à dire ce que tout le monde pense tout bas. Le racisme systémique, elle le nomme. Les élites noires françaises, elle les enterre. La jeunesse militante, elle la gifle verbalement. Dans cette émission, Calixte Beyala vide son sac. Le militantisme, selon elle, s'est dilué dans le confort. La jeunesse afro est devenue molle, sans colonne vertébrale. Le racisme n'a jamais été aussi décomplexé et nous, toujours cantonnés au strapontin. Les élites intellectuelles noires, mortes, enterrées, inexistantes. Le collectif, sacrifié sur l'autel de l'individualisme et de l'ingratitude, selon elle. Elle cite des noms de ceux qu'elle a accompagnés, mais aussi de ceux qui l'ont oublié. Elle raconte son influence, ses combats, mais aussi l'effacement systématique des pionniers. Mais malgré la désillusion, elle garde une flamme, celle de voir un jour un président noir à l'Élysée. Elle croit que les minorités visibles deviennent enfin visibles, mais pas minoritaires. Mais visibles pour quoi faire en fait? Pour décorer des plateaux télé ou pour détenir le pouvoir réel? La vraie question, c'est celle-ci. Sommes-nous devenus trop polis pour être libres? Trop sages pour être puissants? Trop occupés à demander une place au lieu de construire notre propre table? Calixte dénonce, critique, secoue. Mais nous, que faisons-nous concrètement? Eh bien, pour les funérailles des tabous, nous avons décidé de lancer le programme, le mouvement, les piliers de l'enrichissement. Parce que le vrai pouvoir ne se mendie pas. Parce qu'avant d'avoir du poids politique, il faut d'abord avoir du poids économique. Les piliers de l'enrichissement, c'est bien plus qu'un programme. C'est un mouvement, un espace pensé pour celles et ceux qui veulent passer de la parole à l'action, apprendre à investir intelligemment, construire un business rentable et durable, créer un réseau solide et stratégique, accéder à l'indépendance économique et même en partant de zéro. Alors, deux chemins s'offrent à vous. Le week-end immersif et accompagnement pour une expérience intense, concrète et transformationnelle. Ou le pack fondateur pour rejoindre la communauté des bâtisseurs à prix réduit. Les places sont limitées. L'opportunité, elle, ne l'est pas. Alors, rejoignez le mouvement dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous. Ne restez pas spectateur du changement, devenez acteur de votre enrichissement. Bienvenue dans les funérailles des tabous, là où on enterre les excuses et où on fait naître les bâtisseurs. Bienvenue sur les funérailles des tabous, là où on n'a pas peur de dire ce qui dérange. Et ce soir, ça risque de déranger beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas juste de littérature, ni seulement de politique. On parle de femmes africaines qui refusent de plier. Ces femmes que l'on traite de folles, de sorcières, d'arrogantes, d'ingrates, celles qui osent parler fort, aimer librement,
écrire sans autorisation, celles qui défient les hommes et parfois leur propre peuple. Et parmi elles, une figure incontournable, Calixte Béala, écrivaine récompensée, femme flamboyante, rebelle assumée, mais aussi femme attaquée, caricaturée, traînée dans la boue par les uns, sacralisée par les autres. Elle est notre invitée ce soir pour une plongée sans filtre dans ce que ça coûte d'être une femme libre. Bonjour Calixte. Bonjour jeune homme, bonjour à tous. Derrière chaque femme qui se dresse, il y a un prix à payer. Et parfois ce prix, c'est l'amour des siens, le silence de son entourage, l'oubli organisé, l'étiquette d'ingérable. À nos côtés, pour enrichir le débat, Christian Comfrein, entrepreneur et écrivain, qui interroge la place de la parole dans les récits afrodescendants et le droit d'inventer sa propre voix. Bonjour, ravi d'être parmi vous ce soir. Ouais. Merci. Bashwa Bosengo, coach love et analyse des rapports affectifs qui explore les liens entre puissance féminine, désir et rejet social. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Merci. Alors une fois de plus, bienvenue sur ce plateau des funérailles des tabous. Ici, on n'enterre pas les femmes, on enterre les injonctions qui leur sont imposées et qui vont diriger cette conversation. Merci, Dia. Merci encore une fois de votre présence. J'aimerais bien qu'on y ici déjà pour vous présenter, parce que certaines personnes ne vous connaissent pas et je pense que vous êtes une figure tellement intéressante et importante. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Vous voulez que je me présente comment on me connaît? Dans ce cas, je suis écrivain, femme, mère de famille, voilà. C'est déjà beaucoup. Vous êtes d'origine camerounaise. Et donc, je commence par vos origines parce qu'effectivement, je trouvais votre parcours très inspirant. Je trouve que c'est beau de dire votre ascension sociale et ce qui a forgé qu'aujourd'hui, la femme que vous êtes. Je sais que l'histoire d'un individu nous permet de la comprendre. Vous voulez vraiment comprendre mon histoire? Oui, parce vous allez pouvoir la supporter? On va essayer. Bon, écoutez, je vais vous raconter ce que personne ne sait, par ailleurs, de moi. D'accord? Je suis la descendante d'un homme qu'on appelait le Christ de l'Afrique, qui s'appelait Asanga Njuli, que tous les autochtones connaissent. Et cet homme va avoir, pour cette société, pas de chance, de n'avoir que des filles. Donc, son royaume, il n'y aura rien, puisqu'il n'y a que des filles, et les filles n'avaient pas le droit de succéder à quelqu'un. Donc, toutes ces filles vont en mariage, mais il se dit, bon, il y aura un jour une autre fille, un autre garçon qui viendra. Et il donne ma date de naissance. Et ce garçon va finalement accomplir tout ce que... il va presque tracer mon destin, cet homme-là. Sauf que quand je nais, je suis encore une fille. Parce que c'est une famille d'abord de femmes. Ça arrive des familles comme ça. Et quand je nais, déception générale, ma mère, on lui dit, c'est une fille. Et au village, et ce sont des choses qui n'existent plus de nos jours. Ils disent, non, c'est vraiment cet enfant-là. C'est une fille, mais c'est un garçon. Donc, ils vont venir me chercher, d'où mon problème. Le problème de ma famille avec la famille de mon père, c'est comme ça que ça me fait d'ailleurs. La famille de ma mère va me récupérer. Et donc, je vais être initiée, éduquée pour rien, en fait. Je ne vais pas être éduquée comme une femme. Vous savez, cette histoire des anciennes femmes d'Afrique dominatrices, très dominantes, des Amazones, tout ça, ça a vraiment existé. Parce que moi, j'ai été éduquée comme ça. J'ai été éduquée pour n'avoir peur de rien. Ça a existé. Madame Béala. Ne croyez pas que ça n'a pas existé. Parce que ce sont des choses, quand on vous raconte ça aujourd'hui, vous pensez que c'est un fantasme. Mais moi, j'ai été éduquée pas pour être une épouse, en réalité. J'ai été éduquée pour gérer une famille qui partait en décomposition, où il n'y avait pas de garçon. Pour succéder, quoi. C'est une très belle introduction et c'est un récit quasiment mythologique. Ça veut dire que vous êtes le produit, non pas d'une parole, mais d'une vision. Asada Njoye, c'est bien le nom de... Asanga Njuli. Asanga Njuli, d'accord. Il est très très connu chez le peuple Eton. Asanga Njuli. J'ai hérité de la forêt sacrée, j'ai hérité de tous ces biens, en fait. Vous êtes une dirigeante. J'ai été formée pour ça. J'ai été formée pas comme une femme, parce que ce sont des choses, on ne peut pas le dire. J'ai des gens qui ne connaissent pas l'Afrique.
Et or, jusqu'à présent, c'est souvent interrogé par des journalistes formés au regard de l'Occident. Donc, on ne donne que on peut pas donner cette version réelle des faits. Où j'ai été éduqué, pour ne pas avoir peur, pour traverser les torrents. Et on m'envoyait traverser des rivières en crue à 8 ans. À ne pas avoir peur des animaux, à m'éduquer à ne pas avoir peur de traverser une forêt la nuit, à ne pas avoir peur des hommes, sauf dans la forêt, dès qu'ils sont seuls, parce que ce sont les êtres les plus dangereux dans ce cas-là, m'avait-on dit. Mais sinon, je n'ai pas été formée pour être soumise à un homme. D'ailleurs, je me souviens que quand les hommes tombaient amoureux de moi quand j'étais jeune, parce qu'on épousait les filles très jeunes à l'époque, et que les hommes, et que c'était pas n'importe qui, je me souviens d'un ministre qui avait traversé notre cours, et nous étions pourtant très pauvres, puisqu'il avait fallu d'hommes pour faire fructifier quoi que ce soit. Alors, ma grand-mère, je me rappelle, toujours a dit à ce ministre, monsieur le ministre, je ne sais pas comment traduire ça, monsieur le plus grand, quoi, monsieur le dignitaire. Ouais. Bon, il y a plein d'autres femmes dans cette cour, d'autres filles que vous pouvez épouser. Mais celle-là, elle n'aime pas vous a épousé. Vous aviez quel âge? 14 ans. Et vous étiez la fondation déjà, en termes symboliques. Et même mon nom veut dire ça. Béal, ça veut dire ça. Ah oui. Ça veut dire la fondatrice. Ça veut dire que ce qu'on associe à un féminisme quelquefois mal placé et inspiré de l'Occident, pour vous, c'est votre propre initiation en tant que dirigeante. Oui. On oublie souvent. On a des fois du mal à y croire. Mais si l'Afrique était comme ça, les gens oubliaient l'Afrique matriarcale. Les gens oubliaient cette Afrique qui donnait des femmes guerrières, des femmes qui dirigeaient avant l'Europe. Mais un matriarcat qui n'est pas pour but d'écraser la gente masculine. Quelquefois, les femmes pouvaient donner des dots à des femmes et les enfants qui naissaient de ces dots-là, puisque l'enfant n'est pas l'enfant du géniteur, il est l'enfant de la donne. Et l'enfant de la femme. L'enfant de la femme. Dans ma société. C'est ça. Ma question c'est, est-ce que le fait de venir en Occident avec cette initiation-là, ça ne donne pas une double lecture qui fait qu'il y a un malentendu qui se crée? Un malentendu dont vous, justement, soit vous êtes victime, soit vous pouvez profiter. J'ai été à la fois victime et j'en ai tout autant profité. Parce que qu'est-ce que les gens ont vu? Les hommes ont d'abord vu une jolie fille, malin, intellectuelle, mais ils n'avaient pas vu ce que je vous explique là, ce qu'il y avait derrière. Même les hommes noirs ne voyaient pas ça. Parce qu'ils se sont occidentalisés pour beaucoup et ils ont instauré le patriarcat qui est quelque chose de très nouveau dans les sociétés africaines. D'accord, c'était le matriarcat. Donc, du coup, ils n'ont pas vu et ça m'a beaucoup servi en fait. C'est-à-dire, ils ont cru qu'ils avaient affaire à quelqu'un de très fragile qui pouvait écraser, tout le monde pouvait épouser, tout le monde. Mais personne n'a pu. Personne. Et c'est aujourd'hui, je peux en parler librement. Personne n'a vu cette puissance et j'ai bien compris ce que ma famille avait fait à l'époque alors. Mais pourquoi vous la cachiez? Vous pouviez, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous pouviez très bien lui dire « Attention, je suis quand même la fille de quelqu'un, je suis la successeuse ou j'ai été ici. » Je n'ai pas eu besoin de ça parce que ça aurait déstabilisé tout le monde. Aujourd'hui, je suis assez mûre pour vous dire exactement qui je suis. Par exemple, je suis aussi Bamileke, princesse Bamileke du côté de mon père. Ça, vous le savez peut-être déjà. Oui, mais c'est très intéressant. Voilà, donc je suis né avec un double héritage énorme. Et du coup, c'est vrai que c'était pas quelque chose que les gens pouvaient appréhender. Les gens sentaient quelque chose, mais ne savaient pas quoi. Alors aujourd'hui, je vous explique quoi. Je suis la seule femme, Betty, à avoir été initiée. C'est pour ça que je peux parler à n'importe quel homme, même dirigeant du monde, en le regardant dans le blanc des yeux. Sachant que les Bétis sont un peuple qui sont vraiment bien ancrés sur leur culture. Mais là, on voit en fait... Et les Bamileke aussi, attention, je suis né de deux puissantes cultures. Je suis prise entre deux étaux. Pourquoi avoir choisi l'écriture pour mener cette lutte de reconnaissance? Et je dis une lutte de reconnaissance, c'est une suggestion. Je ne suis pas sûr que ça a été assumé consciemment comme ça. Est-ce que c'est pas mener une lutte de reconnaissance? L'écriture m'est tombée dessus. J'ai perdu une sœur, ça c'est vrai aussi, avec qui j'étais très liée, qui faisait tout pour moi, pour que moi je devienne ce qu'il fallait être pour notre famille. Celle qui a vendu du manioc pour que vous puissiez... Avec ma grand-mère, Arsène. D'ailleurs, il y a un livre qui porte son nom. Et voilà, ça aurait pu passer
par autre chose, ça aurait pu passer par une technologie. C'est passé par l'écriture tout simplement. Ça a été le canal de la réussite d'Hassan Andouli. Parce que ce n'est même pas tellement ma réussite que la sienne. Donc, en fait, pour vous, parce que quand même, là, ça fait, pour moi, ça fait une grosse distance. Pour moi, vous êtes une grande écrivaine. Mais je le sais aussi. Oui, oui. Mais quand vous dites, c'est que vous vous distanciez par rapport à vos œuvres. Je ne me distancie pas. Je suis aussi mes œuvres. Ok, d'accord. Moi, je vois les Je voulais vous expliquer que, puisque vous voulez aller au fond de l'Afrique, comment j'étais né, pourquoi j'étais né et comment j'ai été initié, et que la vision de la femme telle que vous pensez que, en Afrique, c'est toujours un être faible, ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a encore des familles où on éduque des femmes comme j'ai été éduqué. Je ne peux pas vous laisser finir votre phrase sans interpeller notre cher Bach. Le mythe du self-made man, faut arrêter. S'enrichir seul, c'est une illusion. Ceux qui réussissent vraiment, en fait, ils s'entourent, ils s'alignent avec les bons. Tu veux lancer un business, investir, avancer, mais t'as ni capital, ni réseau, ni repère. Tu tournes en rond, quoi. Et tu crois encore que la clé, c'est faire tout seul? Bourse, mindset, immobilier, des leviers accessibles, une méthode, un cercle. Et c'est 100% gratuit. Tu veux évoluer? Commence par ton entourage. Clique sur le lien, inscris-toi et rejoins un écosystème qui propulse. Pas demain, mais maintenant. La solitude, c'est pour se recueillir. Pour réussir, il faut savoir se réunir. Alors, à l'action. Clique sur le lien. Ciao. Bachois, je ne peux pas ne pas t'interpeller sur cet aspect que vient d'évoquer notre invité Calixte, parce qu'effectivement, c'est un sujet que tu évoques souvent sur les plateaux, le matriarcat à l'africaine. Est-ce que tu peux nous en parler? Je suis très heureux de recevoir Madame Béala. Vraiment, c'est quelque chose que je défends et c'est vrai que c'est très incompris. Et quelque part, ce que j'aime, c'est que là, on peut allier la théorie et la pratique. Vous voyez, on n'a pas du tout la même vision de la femme qu'en Occident. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont traduire ça comme de l'impolitesse, comme ça. Mais en fait, nous ne sommes pas pareils dès le départ. Et on s'est confronté à une culture qui ne nous appartient pas. Et sauf qu'en fait, nos ancêtres, ils ont fait des dépôts, ce qu'on appelle des dépôts génétiques. C'est-à-dire sur ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire la femme africaine, elle est un tel caractère, etc. Mais nous, on a grandi dans une société et dans nos familles, bon, on peut le voir. Pour moi, je le vois avec mes sœurs, avec mes cousines. C'est pas des personnes que tu vas, piétiner comme ça. Malheureusement, il y a certaines valeurs étrangères qui ont fait qu'on a encouragé beaucoup d'hommes à avoir une vision de la femme où elle est piétinée, alors que nous, on fonctionne, comme je le dis toujours, en termes de complémentarité. Sans cracher sur les personnes qui pratiquent le féminisme, c'est lié aussi à leur paradigme au niveau de l'Europe. Nous, en Afrique, on savait respecter, honorer nos femmes. Et quand elle parle de comment elle était éduquée au niveau des familles, moi, dans ma propre famille, par exemple, la royauté se transmet par la mère. On nous explique que tu es l'enfant de ta mère, puis de ton père. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que c'est des valeurs qu'on doit réactualiser, ramener afin d'éviter déjà de frustrer nos femmes. Ça bousille aussi beaucoup de couples. Parce qu'aujourd'hui, l'homme pense que la bonne femme, c'est la femme que tu piétines qui va totalement ou pas. Non, il faut une femme qui sache te dire les choses. Ça ne veut pas dire forcément que toi, tu es un moins que rien. C'est vraiment un respect et de ce matriarcat africain qui est une technologie de société magnifique doit revenir au goût du jour et je pense qu'on aura le temps de l'échanger. Donc moi, je comprends tout à fait. Je vois votre caractère, je vois comment vous vous tenez. Et la puissance d'une initiation ne disparaît pas comme ça. C'est quelque chose qui reste à vie et qui se transmet même aux générations qui arriveront après. Ça ne m'étonnerait pas que même vos enfants aient récupéré aussi cette force de caractère-là parce que c'est des choses qui se lèguent. Maintenant, il faut qu'on puisse en prendre conscience et reparler de ces valeurs-là qui ont fait de notre continent un grand continent. Voilà. Est-ce que tu avais, je pensais... Moi, justement, je reste toujours dans cet espace symbolique entre deux cultures, où je dis, il y a un malentendu qui peut être productif, mais qui peut être aussi un frein. Comment est-ce que cette initiation à la direction de la société des hommes, lorsqu'on considère une Europe où justement les femmes décident de se battre pour sortir d'un patriarcat qui est trop oppressif, comment est-ce que on peut avoir cette initiation et ne pas avoir l'impression qu'on trahit les valeurs de matriarcat de chez soi en rentrant dans un discours qui va être interprété ici comme un malentendu, mais comme un discours juste féministe? Écoutez, qu'ils interprètent ça comme un discours juste féministe, ça, à la limite, c'est pas mon problème. C'est très bien le féminisme aussi, puisque
aujourd'hui, beaucoup de femmes, même en Afrique, il y a une absence des femmes de pouvoir, parce qu'elles ont perdu aussi ce côté-là, puisque toute une société les écrase. Il y a les évangélistes qui sont arrivés et qui disent il y a un discours de soumission, et les hommes qui disent je n'épouse pas une femme qui n'est pas soumise. Mais en même temps, regardez bien mon parcours en Occident. J'ai créé le collectif Égalité, j'ai fait le mouvement des Africains français, j'ai créé le Club Élite, c'est moi qui ai créé tout ça. J'en étais quand même la présidente et j'ai dirigé nos hommes en France et qui n'ont pas mal pris la chose. C'est les Européens qui ont mal pris la chose. Oui. Parce que quand on allait dans les réunions avec toutes les élites africaines hommes, souvent, parce que ce n'était que ça, eh ben, les Blancs se tournaient vers les hommes et leur demandaient que voulez-vous? Et à un moment, et ils voyaient que les hommes se tournaient vers moi pour que je réponde. Et au fur et à mesure, ils ont accepté aussi que c'était moi qui dirigeais. Et ces hommes africains qui ont accepté ça, ça veut dire qu'eux aussi avaient dans leur esprit ce qu'était leur véritable identité. Absolument. Magnifique. Parce que je n'ai pas eu besoin d'expliquer pourquoi on doit tourner à gauche, pourquoi on doit tourner à droite. Ils m'ont tous rejoint sans poser d'autres questions, que ce soit les Afro-descendants, les Africains de toutes les régions, de toute l'Afrique, des Amériques. Tout le monde est venu vers moi comme ça. Donc, ça veut dire que chacun de nous porte le fait qu'une femme peut diriger le continent. Mais ça veut dire que vous n'avez ressenti aucun rejet des personnes du continent? De rejet de continent. Vous savez, c'est bizarre comme attitude. C'est-à-dire que il y a des hommes qui me critiquent. Oui, je ne veux pas d'elle. Elle est autoritaire. Elle va dévoyer nos femmes. Elle va apporter des valeurs qui ne sont pas les nôtres alors que ce sont nos valeurs. Mais il y a une différence quand ils nous voient. Parce que c'est deux choses totalement différentes. Je n'ai jamais vu un Africain se tenir devant moi et me dire « Madame Béala, je ne vous aime pas ». Au contraire, ils sont tous même, je dirais, en adoration. Voilà, c'est ça le truc, c'est le grand paradoxe. Si nous le sommes en tout cas. C'est le grand paradoxe, c'est-à-dire qu'entre ce qui est dit en mon absence et ce qui est dit à ma présence ou l'attitude, et tout est totalement différent. Et je n'ai jamais vu un Africain qui de visus me dit quelque chose de négatif. Jamais. Mais attendez, mais quand même, si vous le dites, c'est là où on vous a vu des fois partir de certains plateaux. On a vu des échanges vifs. Oui, mais ce n'était pas sur ma personne. C'était sur une idée. Ce n'était pas... D'ailleurs, vous pensez au petit frère Wandje, c'est un de mes meilleurs défenseurs. Quand j'ai fait le pont en Afrique, c'est lui au Cameroun, c'est lui qui a tout organisé, c'est lui qui a mis les gens s'asseoir. Je vais dire, faites attention. Et c'est le seul plateau, d'ailleurs, en dehors de ça, j'ai quitté un plateau parce qu'on bombardait l'Afrique. Et je pense que je le referai encore aujourd'hui. Je pense que tout Africain dit doit pouvoir quitter un plateau. Si on est en train de dire, on va aller tuer les Africains, comment vous faites pour accepter ça? Est-ce que ça veut dire que j'ai un mauvais caractère parce que je dis non au nom de nous tous? Je pense que j'ai eu raison. Mais n'est-ce pas vous qui avez dit, mon peuple m'a jugé plus durement que mes bourreaux? T'es dans un livre ou c'est moi qui ai dit? Une intervention. Oui, au départ, c'était moi que j'ai cru ça, puisque j'ai eu des cas des Noirs qui n'étaient pas gentils avec moi. En France ou au pays, au retour au pays ou... Mais non, il faut du recul pour analyser les situations, ok? Parce que au début, ces hommes-là, dans certains endroits, me jugeaient très durement en disant j'étais féministe et tout ça. Et puis, au fur et à mesure que j'ai eu à les rencontrer, j'ai vu des attitudes changer. C'est de ça dont je parle. C'est-à-dire, entre parler de moi de très loin, et peut-être qu'à l'époque, j'étais encore très jeune, je ne voyais pas ce balancier, cette espèce d'ambiguïté entre l'envie d'être ce que je suis ou que leur fille soit comme ça. Moi, je sais que beaucoup d'Africains demandent à leur fille de me ressembler. Et ces filles m'en parlent. Elles me disent, papa nous a dit que s'il y a une femme à copier, c'est toi, madame. J'ai dit, ah bon? Oui, papa m'a dit que c'est toi la femme qu'il faut que je copie. Mais voilà, donc ça veut beaucoup dire, ça veut dire que inconsciemment, l'homme noir a gardé ce qu'il a toujours été. Et justement, ma question c'est celle-ci. À entendre ce qui se dit sur ce plateau, et ça ne s'adresse pas que à vous, Madame Béala, est-ce qu'on ne fait pas est-ce qu'on peut poser une équation entre féminisme et de l'autre côté, matriarcat? Pour vous, le féminisme, c'est une forme de matriarcat? Non.
Merci. Parce que quoi? Le féminisme européen, parce que c'est pour ça que je parle de féminitude, pas de féminisme. Je me suis beaucoup inspiré de la négritude de Senghor pour parler de Féminitude. de la féminitude africaine. Parce que le féminisme est né des femmes qui travaillaient dans des mines, dans des industries. Nous, c'est pas le cas. Nous, c'est un truc qui est arrivé d'ailleurs pour effacer ce qu'étaient les femmes. Donc, on n'a pas à se battre avec les hommes dans les usines pour occuper une place. C'est vrai que peut-être c'est le cas aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas avant. Vous voyez? Donc, on ne peut pas mettre le matriarcat. Le matriarcat va très loin. Ouais. Parce que dans le matriarcat, ce sont les oncles maternels qui éduquent les garçons. Merci, ici, et c'est leurs enfants. Pas leurs enfants. Parce que, par exemple, quand mes frères vont chez nous, leurs enfants ne sont pas les enfants vraiment du village. On ne reconnaît l'enfant que par la lignée maternelle. Oui, par la lignée maternelle, effectivement. On dit, on est sûr au moins d'où vient cet enfant. Voilà. Quand un homme amène un enfant, on se dit, C'est pas. on ne sait pas. Exact. Et c'est magnifique ce qu'elle dit, parce qu'en fait, je pense que parce qu'il faut pas tout mélanger. Madame Béala s'est retrouvée dans une société occidentale et patriarcale, où nos valeurs avaient été complètement effacées. Donc on peut comprendre que des fois les gens ont confondu ça avec le féminisme. Et quelque part, ils ont confondu ça parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Nous, on a eu des reines comme Amani Renas, comme Nzinga, des reines qui ont mené des guerres. Et aussi, il y en a certaines qui avaient des maris. Donc quand elle expliquait par rapport à épouse, si c'est épouse matraquée et martyrisée par un homme, bien sûr que c'est normal qu'elle n'en veut pas. Mais nous, quand on parlait d'un couple, on parlait de complémentarité, de respect mutuel. Dans le sens où un homme peut diriger, une femme peut diriger. En général, on co-dirige. Mais ça ne gênait pas où des fois une femme pouvait diriger. Et on a eu des reines qui ont régné. Quand tu connais cette histoire-là, on comprend beaucoup mieux. Parce que tu sais, le principe de réincarnation, on parle du retour des anciens esprits. Et comme elle a dit, dans l'inconscient, c'est très profond ce qu'elle a dit, c'est très technique. Elle a dit, c'est resté dans l'inconscient. C'est ça que nous, en tant qu'hommes, attendez, on a tous eu nos mamans, des fois, quand elles se fâchaient là dans le salon, je suis désolé. Moi, je voudrais même mes tantes, des fois, bon, tu vas rien lui dire. Hein, quand elle attache le pan, nous, elles attachaient le pan comme ça. Comme ça. Non, C'est le signal. Et ça, on va voir si vous allez, même pendant les problèmes, si elle attache le pan, on va voir qui va sortir de cette... Alors, j'aimerais au fur et à mesure que de votre parcours, du coup, qu'on continue à vous poser des questions dessus, parce qu'effectivement, ça résonne dans un effet sociétal. Donc là, on s'est arrêté à la fin de votre initiation. Vous avez parlé de votre sœur. Comment ensuite ça a continué au niveau de votre parcours scolaire, arrivé en France à 17 ans? Écoutez, je ne sais pas si c'est de la chance. Tout mon parcours a été pavé de rencontres incroyables. Destin. C'est-à-dire des gens, tout le monde m'a facilité tout. C'est horrible ce que j'ai dit, parce qu'il y a des gens qui jouent de la malchance. Même quand j'arrive ici, c'est des professeurs qui vont être tous à ma disposition pour m'accompagner. Ce qui est rare. À l'université, pareil. Ils me laissaient écrire mon livre alors que je ne devais pas suivre le cours. Et ils préféraient lire mes livres que de me voir suivre leur cours, etc., etc. J'ai eu énormément de facilité. Est-ce que c'est lié justement à ce que j'apportais en moi? Votre initiation. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Vous savez, même pour un livre africain à l'époque, moi j'ai eu 4 éditeurs qui se proposaient et des plus grands. Gallimard, il y a Gallimard, Lafon, tous les grands me proposaient en une semaine. Alors que j'étais inconnu, tout le monde proposait de publier Ce beau soleil qui m'a brûlé. Non pas que le livre n'est pas de qualité, mais quand même, il y a des auteurs qui ont des livres de qualité et qui n'ont rien. Et donc, toute ma vie a été... Et en 87, vous étiez une femme noire, parce que je veux dire... Une femme noire, une gamine. Une gamine toute maigrichonne comme ça, qui n'était pas riche, qui vivait dans une chambre de bonne au départ. Ça aussi, il faut se le dire. Je ne suis pas née riche, moi. Je suis arrivée, je n'avais rien, j'ai dû faire des petits boulots, caissière dans les supermarchés, vendeuse de fleurs, pour y arriver. Donc, je vais dire que je vais avoir comme ça pavé sur ma route des fleurs, des roses, partout, sans épines. Et d'ailleurs, je me rappelle, Le Monde avait fait un article là-dessus en disant que c'était la première fois qu'ils voyaient un premier roman avec une avance économique aussi. 6 chiffres. Oui, puisque ça parlait. On avait parlé à l'époque. Oui. Quelque chose d'inusité. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de facilité de ce côté-là. Oui. Mais le tokenisme qu'il y a derrière, c'est l'idée que on prend une femme noire, de façon à ce que ça invisibilise les luttes d'autres femmes et d'autres personnes noires, quelquefois. C'est-à-dire que ce rôle-là, cette position qui n'est peut-être pas de votre fait, est-ce que vous aviez conscience que votre figure
peut être utilisé pour légitimer le fait qu'en Je fait... ne pense pas que ma figure ait été utile, puisqu'il n'y avait rien. Donc, il n'y avait pas une autre femme avant ça qui était un écrivain et qui permettait d'effacer les autres. Mayotte Capétia. Fanon en parle comme, justement, Mayotte Capétia. On est dans les années 30. Oui, mais là, on est loin. Moi, Et c'est pas une africaine, mais c'est quand même une antillaise. oui, non, mais Oui, mais nous bon, on a sommes fait l'éloge d'un homme noir. 80, dans les années 80, en dehors d'une speakerine, il n'y avait pas Oui. une femme qui était là pour cacher les autres. Non, je ne pense pas que ça se soit joué comme ça. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu quelque chose. Ils sont littéralement, Paris est tombé sous mon charme. Je le dis sans gêne. Et j'avais ces facilités comme ça, plus que tout le monde. Ce qui m'a permis justement d'utiliser ce qui m'a été donné pour mettre les Noirs en exergue. C'est un fait. Et Dia, je tiens à rectifier aussi quelque chose. Pour moi, quand on dit on l'a pris, on l'a pas pris. Dans l'initiation, On m'a pas pris, merci. tu as ton destin. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où le village te plonge et te donne certaines capacités, même les personnes qui pensent t'aider sont dans le plan. Quoi qu'il arrive, ça serait... Je suis d'accord avec lui parce que mon nom ne suggérait pas un nom de femme. Parce que quand j'envoie mon roman Calixte Beyala, et d'ailleurs, j'envoie sous le nom de mon ex-mari, un nom bien français. Ils ont pensé à un nom et à un nom blanc. Et quand tu vois arriver cette espèce de gamine noire dans sens... Et j'ai changé de nom au dernier moment, c'est-à-dire le Préatiri. C'est au niveau du Préatiri que j'efface mon nom européen et j'ai dit Beyala. Et je me rappelle toujours Roselma qui s'appelait, Rosenthal, Harry Rosenthal, il s'appelait, mon éditeur me demande, mais c'est quoi ce nom? J'ai dit, mais vous savez, monsieur, voilà mon vrai nom. L'autre là, je suis pas né avec ça. Donc, vous savez, il faut pas, je n'ai pas été quelqu'un qui était là. Je suis arrivé moi-même par hasard. Personne ne me connaissait. Personne ne pouvait vous arrêter non plus. Non, mais c'est ce que j'ai remarqué. Personne, ils ont tout fait. Personne n'a pu m'arrêter. Personne n'a pu faire quoi que ce soit. Et j'ai utilisé justement ce qu'on me donnait, cette Visibilité. pour aussi ramener tout le monde. Vous avez saisi les opportunités. Je voulais rebondir aussi sur Mayotte Capétia qui, elle, a fait l'éloge d'un homme blanc et montré sa soumission à 200%. Parce que là, la référence, quand même, faudrait... c'est pas très... Oui, ce sont des choses qu'on entend dans la communauté. Bien sûr, j'ai parlé l'éloge de quelqu'un. Non, je parle justement parce qu'il t'a comparé en tant qu'autrice, mais c'est juste La pour dire... visibilité. Oui, j'entends bien. Je veux dire quand La même... visibilité est venue par un homme blanc. C'est ça. Mais moi, pas du tout. C'est pour ça que je C'est dis vraiment un accident. D'ailleurs, je me rappelle toujours chez Stock à l'époque, C'est vrai. l'éditeur qui me voit, il se met à hurler il commence à courir partout, il dit oh, elle est noire. Et il revient me voir et il recourt et dit elle est très jeune, hein? C'est une jeune femme noire. Et il court et tout le monde sort pour me regarder parce que tout le monde était surpris de voir arriver parce qu'il avait pris rendez-vous. Tombé sur le chat. Ouais. Et en plus, avec ma voix grave, il pensait, quand la secrétaire a pris rendez-vous, elle pensait qu'il s'agissait justement d'un homme. Mais je voulais... Excuse-moi. Non, pas de souci. Parce que justement, je voulais parler de la résonance. Quel est votre avis, vous? Justement, il y a beaucoup de jeunes femmes noires actuellement qui sont exposées sur la télé, en tout cas française. Je vais prendre des exemples d'Ayana Kamura, l'artiste Ebony, qui sort aussi d'une télé-réalité, ou sinon, anciennement, des Myriam Makeba. Enfin, c'est pas le même type, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de toutes ces femmes noires qui ont une représentation quand même qui un peu comme vous, ont été... comment on peut dire ça? Parce qu'ils sont des femmes noires exposées, mais qui ont été aussi critiquées très facilement, mais pourtant qui ont servi de représentation. Bon, en dehors de la chanteuse, je ne vois pas d'autres femmes. J'ai même trouvé qu'il y a eu un recul de la représentation des Noirs au niveau des médias en France. Peut-être que je peux me tromper, mais nous avions eu une période où on avait 4 directeurs généraux à France Télévisions, à l'époque où moi, j'ai travaillé avec le collectif Égalité sur la représentation des Noirs. Donc, effectivement, elle a du talent. Oui, elle a du talent. Elle n'est pas là pour cacher quelqu'un. S'il pouvait même la détruire, il le ferait facilement. J'ai cru comprendre. Mais on n'a plus de représentation intellectuelle en Pacifique. Fatou Diop, Okaya Diallo. Mais plus du à ma génération. Donc, oui, c'est vrai. Bon, donc... non, Vous connaissez Rokhaya Diallo? Je l'ai vu, oui. Mais on n'a plus cette représentation purement intellectuelle comme nous l'avions eu
dans les années 2000, depuis les années 2000. On l'a plus. Ne vous leurrez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire purement intellectuel? Purement intellectuel, ça dit que c'est le moment où il y a des vraies revendications sur l'Afrique. Il y a des revendications sur le franc CFA. Il y a des Les revendications. Rokhaya Diallo ne revendiquent pas pour vous. Excusez-moi. C'est du féminisme beaucoup plus racial que global. Et dans tous les cas, ça fait pas beaucoup. Parce que même si, admettons, elle a validé ce qu'elle a dit, c'est que ça a reculé, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Voilà. À part Rokhaya, est-ce qu'on peut citer peut-être 10 Mais même pas si représenté que ça. Il faut voir l'époque où moi j'étais là et que j'écrivais et que j'étais sur tous les médias. Oui, effectivement. Ouais, effectivement. Et les femmes noires ou les hommes noirs qui passaient, on était là. On était vraiment là. Là, il n'y a plus rien. Vous parlez Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est la faute finalement d'une génération, peut-être la vôtre, qui n'avait pas passé le flambeau? Non, vous avez fait Ma génération a fait son boulot. Non, c'est justement, c'est ça, c'est qui est très C'est passé. C'est passé, oui. Qu'est-ce qui est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été fatigué, par exemple, et j'ai tous les jeunes noirs qui étaient avec nous, qui étaient plus jeunes, qui avaient peut-être 30 ans, alors que nous, on allait déjà sur les 45-50, quand on a décidé, moi personnellement, de leur passer la main, ils ne voulaient pas. C'est trop de travail. Vous savez, c'est trop d'investissement. Beaucoup de cours reçus aussi. Pardon? Vous recevez beaucoup de oui, surtout Madame d'investissement. Miano fait partie de celle dont vous parlez. Pardon? Madame Miano. Elle est partie. Bon. Elle n'habite plus là. Elle est plus jeune que moi. C'est ce que je veux demander. Elle, par exemple, quand elle avait une occasion de passer à la télé, elle disait des choses comme il fallait. Elle défend et très intelligemment. Oui, intellectuelle. C'est une représentation intellectuelle que moi, je ne retrouve plus à Paris. Il n'y en a plus. La plupart des gens sont partis. C'est-à-dire qu'il y a eu une cassure au tournant des 2000, je dirais, 12, 13, 14, 15, il y a une dizaine d'années, la plupart des élites intellectuelles nord de France ont quitté la France. Après les bombardements de la Libye et de la Côte d'Ivoire, il y a eu un traumatisme réel parce que nous pensions tous à une avancée de la société française vers quelque chose de plus humaniste. Nous nous sommes retrouvés comme si nous étions en 1920. Où on tuait des Noirs, beaucoup de Noirs ne l'ont pas accepté et ils sont partis. Certains sont rentrés aux Antilles, d'autres sont rentrés en Afrique, et beaucoup. Et donc, il y a un vide parce que aussi, cette nouvelle génération ne se bat pas, ne se met pas en communauté. Le combat n'est pas individuel sur les réseaux sociaux. Ça ne sert strictement à rien. Aller dans les rues. Nous, on occupait les rues, On se mettait à 50, 100 000, on occupait les rues de Paris. Ma dernière manifestation, c'était au Palais de Congrès de Paris. Il y avait des centaines de milliers de Noirs. Est-ce que pour vous, notre média, Les Funérailles des Tabous, peut participer au moins à un éveil, quelque chose comme ça? C'est pour ça que vous êtes venu? Ça va servir beaucoup à faire bouger un peu les choses, mais c'est quand même très, très entre nous. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous, on paie les impôts en France, c'est ce que je disais, le français. Et on n'a pas le droit d'avoir des postes. On n'a pas le droit d'exister, mais nous payons. Nous sommes des citoyens comme les autres dans ce pays. Moi, je paye des impôts. Attention. Mais c'est peut-être pour ça que les jeunes ne manifestent plus, puisque manifester, finalement, à part, on le dit, le terme même étymologique, c'est manifester une colère. Mieux vaut avoir des postes importants pour décisionnaires. Vous allez faire pour les avoir, parce que nous, on les avait déjà. Il faut une force de lobbying. À part la force du lobbying, Claudie et moi, on en a parlé l'autre jour, on avait un grand lobbying qui s'appelait le Club Élite, où celui qui voulait être député, président dans ce pays était obligé de passer par notre table. Que pensez-vous tous. Et c'est comme ça qu'on a pu placer des ramayades et autres. C'est nous qui l'avions fait. C'est une communauté qui le fait. Donc, c'est pas parce que vous allez rester dans votre coin qui va vous donner votre poste. Si vous restez dans votre coin. Mais si vous on s'est eu de placer des gens comme Ramayad qui, en retour pour la communauté, mais elle a tout perdu. Mais elle a tout perdu. Et la plupart de ces gens n'ont pas défendu. C'est moi qui ai amené les dossiers de celle-là qui est en train d'insulter les gens sur CNews, je ne sais pas comment elle s'appelle encore, Katie Kelly. C'est moi qui l'avais positionné à LCI. C'est moi qui ai fait tout ce boulot. Et on ne vous dira pas le contraire. Donc, mais à un moment donné, c'est vrai que on se fatigue aussi. Il faut que la jeunesse reprenne le flambeau. Et vous ne l'aviez pas fait. Tiens, est-ce que tu veux parler de... Parce que je sais que c'est un sujet qui peut t'intéresser. Non, parce que là, moi, ce que je vois, c'est... est-ce que même dans le recrutement, là on a parlé de 2 exemples, Ramayad, Christine Kelly, est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être une force de caractère dans le recrutement? Comment on reconnaît finalement un futur leader qui va pas nous trahir? Parce que vous aviez une force de lobbying, un levier.
comment on reconnaît un futur leader ou quelqu'un à qui on pourra faire confiance demain? On ne peut pas. Si, non. On ne peut pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que j'avais comme ça un certain nombre de dossiers, d'accord? Par exemple, même le premier préfet, je ne connaissais pas. Mais j'avais son dossier. Je lis sur le dossier, je vois qu'il a des capacités pour être préfet. Donc, je le positionne. Je n'ai pas besoin de le rencontrer. Donc, je vais te dire, ça, c'est une conscience personnelle ou collective, l'éducation. Je vais dire que le problème, c'est que ce sont des gens qui arrivent et après tournent le dos à la communauté. Quand j'entends certaines parler, on dirait qu'elles ne doivent rien à la communauté et qui dénoncent l'arrivée des Noirs en France ou la communauté comme si elle devait leur place à elle-même. Mais ça, c'est un comportement qui va aller en changeant. Je me rappelle que le grand frère Hassani Fassassi m'avait demandé de faire signer un document à tous ces hommes et femmes que le collectif Égalité mettait un engagement. Voilà, un engagement. Bon, moi, je m'étais dit non, c'est pas la peine. Ils vont pas partir comme ça et oublier. Non, mais je me suis aperçu qu'une fois qu'ils avaient des postes, à un moment donné, on avait quand même la Villette. On avait un Noir qui dirigeait la Villette quand même. C'est né de notre mouvement. Pardon? Non, et ce sont des gens qui n'ont pas embauché les autres. J'allais les voir, je disais, mais faites quelque chose. Il y a 5000 postes à la Villette. Donc là, il y a un problème psychologique aussi. Mais là, parce que je n'y peux rien. Je vais dire, je ne vais pas recommencer moi, l'éducation que les parents n'ont pas donnée à leurs enfants, à savoir créer en eux de la fierté et du sens du collectif. Voilà des gens qui réussissent par le collectif et une fois qu'ils y sont, réunissent tout le monde. Par exemple, voilà un homme qui s'est beaucoup battu pour la communauté qui s'appelle Duxel Tellois. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais personne n'a voulu l'aider alors qu'il s'est sacrifié. Bon, il n'avait pas la chance que moi j'ai eue. Il s'est sacrifié pour la communauté, mais une fois que les autres avaient le poste, mais j'allais négocier pour qu'on lui donne des représentations. Ce n'était rien, peu de choses. Personne n'a voulu l'aider. Personne. Alors que la mémoire... Mais quand celle-là, il y a une là, dans une chaîne, je l'ai regardée une seule fois, mais j'étais outré. On se connaît très bien. C'est moi qui ai amené son dossier. C'est incroyable ce qui se passe. Souvenez-vous d'une chose essentielle. Le combat pour notre dignité, pour notre autonomie, pour notre avenir se joue aussi sur le terrain économique. Il ne suffit pas de s'indigner ou de s'éveiller, ce qui est bien en soi, mais il faut aussi s'armer par le savoir et par l'action et par l'enrichissement aussi. C'est dans cette logique que nous avons lancé les piliers de l'enrichissement. Un programme, plus que ça, un pont entre ceux qui veulent apprendre et ceux qui ont déjà réussi. Des mentors d'expérience dans des domaines clés comme l'immobilier, la bourse et la crypto-monnaie, le business en ligne, le mindset et le développement personnel, mais aussi l'investissement entrepreneurial. Ces experts ont accepté de transmettre ce qu'ils ont mis des années à maîtriser et à apprendre pour qu'à votre tour, vous puissiez bâtir, sécuriser et faire fructifier vos projets. Nous avons conçu 3 programmes adaptés à tous les profils. Pour les plus curieux qui veulent démarrer à leur rythme, pour les déterminés qui veulent se former en profondeur, mais aussi pour les ambitieux qui veulent aller loin avec les meilleurs à leur côté. Le lien est en description où vous pouvez même demander un appel gratuit avec un membre de notre équipe pour savoir quel programme vous correspond. Donc cliquez sur le lien dans la description parce qu'à travers votre enrichissement individuel, c'est toute une communauté qui s'élève. Et si nous voulons exister demain, nous devons dès aujourd'hui créer de la valeur, en maîtriser les leviers et apprendre à la transmettre. C'est essentiel pour les générations à venir, mais même celles d'aujourd'hui. Quand chacun s'élève, le collectif devient inarrêtable, ça j'en suis sûr. Alors, à très vite pour apprendre, pour bâtir et pour gagner ensemble. Cliquez sur le lien dans la description. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est là où j'aime beaucoup cette conversation-là, parce qu'eux, ils sont d'une autre génération, ils ont fait un combat. Mais j'aimerais dire que action sans conscientisation mène à la destruction. Si tu aides une personne sans lui donner le savoir, sans qu'elle connaisse ses origines, l'éducation, automatiquement, les armes que tu lui as données vont se retourner contre toi.
La responsabilité. Aujourd'hui, voilà, ce qui a manqué, c'est ça. C'est-à-dire que si on agit sans savoir vraiment, là, elle a parlé d'histoire. Eux étaient à l'époque où, et là, peut-être il y a un avantage au niveau des réseaux, mais là, c'est en tant que jeune, je peux vous apporter, c'est que les réseaux, quand même, répandent quand même ce qu'on appelle la conscience. C'est vrai. Parce qu'on sous-estime ça, on a l'impression que c'est du vent. Non. Oh, les petites émissions, mais c'est la conscience qui fait que quand je monte en haut, quand je me rappelle que, ce n'est pas seulement Madame Béala l'écrivaine, non, c'est aussi l'initié qui descend de tel peuple, qui me rappelle ça, Et cette conscience communautaire, cette conscience de l'histoire fait que je n'allais pas. J'avais pas donné de la conscience à des gens qui ont mon âge. Non, vous étiez dans un contexte où vous n'avez pas cet espace-là. Et en plus, ce sont des gens, normalement, à l'époque, c'est très jeune aussi. Ils faisaient tout ça. Et donc, ce sont des femmes et des hommes qui ont le même âge que moi aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup. Donc, c'était aussi à eux à penser à leurs jeunes frères, à leur tendre la main. Je n'allais pas les obliger. Surtout, ce qui me choque, c'est que quand je vois certains qui en sont à dire, oui, les musulmans dehors, les machins dehors. Vous parlez clairement de qui? Madame Kell. Oui, bien sûr, ça, c'est... Ce sont des traîtres. À la communauté, madame. C'est Dieu veut tout. Ça, c'est leur très ascension à la communauté noire et à la lutte des Noirs. Et si elle vient me démentir, qu'elle ose. D'accord? C'est indécent. Parce que les gens ont souffert pour ça. Des gens ont souffert. Ce n'était pas un truc facile. Mais ne regrettez pas. Vous avez fait un travail formidable. Je veux dire que je ne le regrette pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire et en Libye, je m'étais retrouvé presque seul. Ça vous a fait des problèmes? Vous êtes positionné dessus? J'ai vu. J'étais seul. Ouais. J'étais seul. Bon. Et c'est ça qui m'a fait un peu me déconnecter parce que j'étais un peu désespéré de voir que chacun se cachait. Or, vous vous cachez, vous n'avez rien à gagner à vous cacher. Je me suis aperçu qu'après ça, comme j'ai beaucoup bavardé toute seule dans les médias partout, je me suis rendu compte qu'il y a eu une évolution après ça. Il y a une prise de conscience. Oui. C'est-à-dire que ça a été un mal pour un bien. Le peuple noir afro-descendant s'est pris plein la gueule et chacun, c'est-à-dire que Sarkozy m'a rendu un grand service en ce faisant parce qu'il a réveillé le peuple noir qui n'a plus jamais été le même. Avant ça, merci. On avait beau tambouriner les Hassani, les Joby Balante, ce sont les parrains. Et aller partout, tambouriner, organiser des manifestations, faire des réunions pour essayer de conscientiser. On dirait que ça ne marchait pas. Et là, soudain, tous les discours que nous tenions, que ça soit sur les francs CFA, le fait de retirer des militaires, les bases militaires de l'Afrique, tout ça, ça a été repris. Ce sont des discours c'est pas eux qui l'ont créé, c'est nous qui l'avons créé. Et on parlait dans le vide. Et là, soudain, n'importe quel enfant, je me rappelle, Hassani un jour m'appelle, il me dit, petite sœur, tu n'as plus rien à faire. Je dis, alors, comment ça? Il me dit, mais écoute un peu les télés, là, nos gamins, là, ils parlent comme toi maintenant. Tout le monde a récupéré ce discours-là et tout le monde et donc tu peux te taire. Et d'ailleurs, je me suis d'autant plus tué que quand Macron a organisé le sommet, son faux sommet j'ai été assise en Afrique dans mon canapé et je suivais ça. Et il pensait et ces enfants reprenaient mot à mot tout le discours qui avait été préparé par leurs aînés 10, 15 ans par. Ça, c'est une fierté, je pense. Ah oui, moi, j'étais très fière parce que je n'aurais pas mieux fait. C'est-à-dire que si j'avais été à la place de ces enfants, c'est ce que j'aurais dit. Et ils avaient. Parce qu'en fait, quelquefois, on pense parler dans le vide. Oui. Et en fait, je n'avais pas parlé d'eux. Et tous les autres, comme Valente, et on était des dizaines comme ça, on n'avait pas parlé dans le vide. Oui. Parce que les gamins, toutes ces conférences qu'on faisait, les congrès, tout ça, en fait, ils avaient tout enregistré. Il y avait une graine. Et oui, et ils ont tout ressorti. Et l'évolution de l'Afrique d'aujourd'hui est beaucoup due aussi Bien au travail qui a été fait pendant 20-30 ans par nous autres. Mais j'aimerais relever, messieurs, si vous vouliez vous étendre, et merci pour c'est très fort ce que vous dites, de toute façon. Pensez-vous qu'il y avait un temps, en tout cas on parlait de conscience, en tout cas en France, puisqu'on parle de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, que le confort qu'a pu apporter Jacques Chirac et la remise en question de par ses propos violents de Nicolas Sarkozy, notre ancien président. Et justement, c'est pour ça que vous disiez qu'il vous a rendu service, parce que ça a réveillé la conscience. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce changement politique ?
Moi, c'est assez bizarre. Bon, moi, j'ai un avis déjà un peu spécial au niveau de Nicolas Sarkozy, pour 2 raisons. C'est-à-dire que, bien sûr, je n'aime pas le Nicolas Sarkozy qui a attaqué la Libye. Bien sûr, il y a beaucoup d'actes politiques que je n'aime pas de M. Sarkozy. Mais moi, Sarkozy, derrière son ascension, je vois aussi un jeune motivé, qui avait faim, qui était déterminé à aller jusqu'au bout de ses rêves. Et ça, c'est ça que je trouve ça dommage que on ne soit pas capable, en tant que noir, d'être capable de voir ce côté aussi de Sarkozy. Personne n'est tout blanc ou tout noir. Il y a un côté que j'admire chez ce petit homme d'1m20 avec un lot. Non, quand il avait 14 ans, quand il a écrit cette lettre au représentant de communication de Mitterrand, il avait 14 ans. Ça veut dire que c'était quelqu'un de très déterminé. Et cette détermination, je pense que vous l'aviez aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous. Si vous devriez que vous le dites, il disait tout le temps ça. Oui. Il disait que la personne qui me ressemble le plus en France, c'est Calixte. Non, mais parce que... Elle travaille autant que moi. Et elle est aussi. On s'entendait bien. Hein? Moi, j'imagine. Mais Je sais dehors du fait qu'il est parti attaquer l'Afrique. C'est vrai que c'est l'homme qui m'a permis de positionner le plus de Noirs. C'est sous son mandat qu'on a des 4 directeurs généraux noirs à France 7. France Télévisions. Mais ça c'est... Il a positionné. Et de ce côté-là, oui, tu as raison. Oui, et ça, c'est des choses qu'on n'est pas capable de voir. On va toujours voir juste une seule face de la pile. Et je trouve que il y a quelque chose qu'il faut lui redonner parce que normalement, ce qu'aurait dû faire la gauche, c'est lui qui l'a fait. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'on oublie que Sarkozy, c'est un nom d'étranger. Il a réussi. C'est intéressant de le rire quand même. Mais il était mon ami, hein. En se connaissant, on a fait plein de conférences. C'était le premier à vouloir appliquer en France les discriminations positives telles que le préconisait le collectif Égalité. Donc, on a eu à faire des conférences ensemble. Il était vraiment ouvert à ça, mais fermé sur l'Afrique. Ça, il faut dire que c'était cette ambiguïté. Il était ouvert sur les Noirs de France, des Noirs français, mais fermé sur les Noirs d'Afrique. Et la France en paie le prix aujourd'hui. Tu voulais dire? Après, il faut dire la vérité, la tradition africaine nous répond très très bien à cette problématique-là. Dans la tradition égyptienne, on parle de Seth et d'Osiris. Mais Seth, en Afrique, c'est pas vraiment Satan. À l'église, on dit que c'était Satan, voilà, le mauvais. Non, Seth, c'est celui qui a tué Osiris, c'est celui qui a protégé Ra. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire que il y a du bon dans le mauvais, il y a du mauvais dans le bon. Il ne faut pas rentrer dans les clichés et dans l'émotivité excessive. Merci. Donc chez tout le monde, je peux trouver du bon. Et pour moi, le vrai challenger, c'est la personne qui est capable de trouver le bon et les mauvais chez la personne qui est en face de lui. C'est-à-dire que sur ça, c'est pour ça qu'en fait, il faut qu'on arrête de dire tout est bon, tout est mauvais. Donc c'est normal qu'il y a du bon et qu'il y a du mauvais. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire, que je voudrais demander à Madame Béala. J'ai regardé dans votre biographie, vous n'avez pas grandi avec votre père. Vous n'avez pas grandi avec votre père. Ni avec ma mère. Voilà. Ah ouais. Donc là, voilà. Vous avez été éduqué par votre grand-mère maternelle. Ma grand-mère et tout le village, quoi. Ah, et tout le village. Et vous voyez, quand elle parle de communauté, ça veut dire qu'en fait... Je n'ai pas grandi avec mes vrais parents. Ça, c'est hyper intéressant. Du coup, ce que je veux savoir, c'est que du coup, quelque part, comme elle dit, elle a été éduquée comme un garçon, parce qu'en fait, aujourd'hui, elle dit, j'avais cette énergie-là masculine pour me battre. Aujourd'hui, je peux exprimer aussi ma féminité. Est-ce qu'on a laissé la place à la femme afro, même est-ce qu'elle a l'espace aujourd'hui d'exprimer sa féminité sans se faire écraser par un homme? Mais ouais, c'est très quelque part, il ne faudrait pas qu'elle active une énergie. Moi, j'aimerais, faudrait-il pas qu'elle active une énergie masculine? Faudrait-il pas activer ou déjà... Ça, c'est une bonne question. Oui. Ouais, on y va, maman. Là, j'ai vu l'initiation, donc là, l'énergie passe, donc c'est beau. Donc, écoutez, ce que j'ai remarqué chez mes frères noirs, hein, c'est qu'ils veulent utiliser cette énergie-là, mais sans compensation. Merci. Et ça, c'est hyper gênant. C'est-à-dire qu'ils estiment que, par exemple, une femme comme moi, je dois les apporter, les porter vers la réussite, mais je n'ai rien en contrepartie. Parce qu'ils n'ont plus l'habitude de voir des femmes chargées par ces énergies-là. Et donc, ils estiment que ça leur appartient. Je parle des hommes africains d'aujourd'hui. Donc, ça ne peut pas leur appartenir. Et il y a une communauté qui a peut-être plus cette culture-là et dont on ne parle pas beaucoup, c'est la juive. Elle sait que ce sont des énergies qui appartiennent aux femmes. Et ces femmes qui ont ces énergies-là, il faut aller les acheter. Vous êtes obligé de me tendre une perche en parlant des hommes juifs dans ces cas-là. Il est vrai qu'on vous connaît également pour l'histoire que vous avez pu médiatiser avec l'ancien présentateur Michel Drucker.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous recherchiez dans cette relation-là? Est-ce que la façon dont vous êtes exprimé dans la presse, comment vous vous êtes senti bafoué, c'est parce que votre cœur a été brisé et que c'est parce que c'était un homme de confession juive? Est-ce que lui a pu vous rendre justement vos sentiments Michel Luquet, d'abord, s'il est juif de naissance, n'est pas un pratiquant juif. D'abord, La deuxième chose, il n'est pas médiatisé, j'ai écrit un livre. D'accord? L'histoire était terminée depuis longtemps quand j'ai écrit ce livre. Et on n'a jamais eu de problème, il n'a jamais dit du mal de moi et moi non plus de lui, parce que vraiment, c'était une histoire d'amour. C'est difficile pour les gens à capter cette dimension. C'était une très belle histoire d'amour. Donc, il a recherché des choses sur moi, j'ai aussi certainement recherché des choses sur lui, comme dans n'importe quel couple. Nous sommes en... Oui, on est en transvasement réciproque tout le temps. Donc, non, je pense que le sujet-là, c'est entré complètement dans mes émotions. Est-ce que je suis une femme affective? Oui, aussi. Je peux aussi aimer. Mais la différence entre moi et les femmes, souvent, c'est que je passe à autre chose. Eh bien, oui, ça, c'est dû à l'initiation. Parce qu'on t'apprend à t'oublier pour le bien du collectif. Tu dois toujours oublier, toi, à un moment donné, même si tu as du chagrin, on t'apprend à dépasser ça. Le livre a permis d'exorciser? Le livre a permis d'exorciser, certes. Ça s'est passé il y a déjà fort longtemps, ce que vous racontez là. Mais en même temps, je ne suis pas restée figée. D'accord? Parce que j'ai été éduquée. Ce n'était pas le premier chagrin d'amour que j'avais eu. Et bon, c'est tout simplement parce qu'il est plus connu que les autres, c'est tout. Mon mari qui est mathématicien, on a divorcé. Bon, c'est quand même beaucoup plus important avec les enfants. Intéressant, c'est sûr. Voilà. Donc, mais dans mon éducation, telle que j'ai été initiée, c'est que tout ça, c'est rien. T'es préparé à ça? Oui. Préparé à la bagarre? C'est même pas la bagarre. Le sacrifice. Toujours de l'avant pour sauver le groupe avant toi-même. C'est sur cette question, la communauté est la manière de lui redonner, la manière de porter sur soi. Ouais. Pas seulement un discours, mais des blessures, des choses comme ça. Aujourd'hui, il est clair que la politisation qu'il y avait à votre époque-là n'a pas la même forme. Si elle est moins canalisée, un peu plus brouillonne. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que la communauté afrodescendante de France, aujourd'hui, sur le plan politique, doit encore croire en leur capacité de voter lorsque le clivage entre la droite et la gauche semble en fait disparaître encore plus maintenant? Pourquoi toujours s'aligner sur la droite et la gauche? Pourquoi n'y a-t-il pas un leader noir qui soit sorti de l'ombre et derrière lequel tous les noirs s'alignent? C'est le gros problème. Et qui va aller négocier au nom de tous avec soit la gauche, soit la droite, soit c'est pas ce que vous appelez, comment vous les appelez, mais peu importe. C'est d'abord la capacité à former un tour indissociable qui donne la force. Tant que c'est brouillon, et c'est vrai que je vois sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est plus éveillé, ça parle beaucoup, mais il n'y a pas de groupe pour fédérer. L'invertébral. Alors que, vous savez, par exemple, quand j'étais là, même les Noirs qui venaient de partout savaient où se diriger. Chaque week-end, ils venaient chez moi. Ils savaient qu'il y aura les autres là-bas. Voilà. Madame... Il va rencontrer au moins minimum 200, 300, 400, 500 autres Noirs venus de partout à la maison. Après, Madame Béala aussi, ce que je veux dire aussi, c'est que vous avez pris votre force à la source dans l'initiation. C'est vrai. Donc, est-ce que quelque part, ce leader-là ne devrait pas avoir quand même une source? Est-ce qu'il doit aller en Afrique ou pas? Là, on va rentrer dans la faisabilité. Mais est-ce qu'il ne devrait pas avoir un lien ancestral fort avec la source pour être un bon leader? Parce que même si on est des afros de la diaspora, on a quand même un lien. Et je vois que vos racines qu'on vous a données, quand je parlais de bagarre, en fait, je voulais expliquer que les personnes qui vous ont initié savaient dans quel contexte vous allez évoluer, vers où vous allez être vrai. Parce que l'année 1996, vous avez reçu votre prix. C'est là où il y a aussi beaucoup de procès, beaucoup de plaintes, beaucoup de problèmes de plagiat. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'histoires qui sont allées. Non, je n'ai pas eu... Non. C'est en 94. En fait, ça commence vraiment Les plaintes commencent en 94. Oui, vous avez pris le Grand Prix en Afrique par rapport à la littérature africaine.
C'était déjà ici. J'ai eu 3 prix. Finaliste du féminin, j'avais eu le prix Tropique, le prix François Montréal de l'Académie française et 3 autres prix, je crois, pour un même livre, à 16 africaines. 94. En 94. C'est en fait là-bas qu'il y a le procès. Ce n'est pas en 96. Donc, dès qu'ils ont vu comment je décollais, ils m'ont fait tous les problèmes du monde. Et malgré tous ces problèmes, malgré tous ces procès, j'ai quand même gagné le grand prix du roman de l'Académie française. Moi, il y avait de quoi s'arracher les cheveux. En fait, le procès n'était pas après, c'était avant. C'est-à-dire, malgré tout ça, l'Académie a dit que cette condamnation n'avait pas de sens. Oui, pour plagiat, ils ont dit ils vont quand même vous donner le prix. Non, ils ont dit que ce n'était pas que ce qu'il y avait dans ce bouquin, qu'ils avaient essayé de me condamner avec, n'était pas condamnable pour l'Académie française. Comme c'est quand même des patrons de la littérature française, attention. Donc, en fait, il y avait un côté, on va juste l'emmerder. Et je sais que, je vais vous parler d'où nous sommes ici. Cet immeuble appartenait à un homme qui s'appelait Jean-François Bizot, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a créé l'UNMA, le Libé, tout ça. Et je me souviens d'ailleurs, à l'époque, il va me téléphoner, avant que tout se n'arrive. Il me dit, Calixte, il m'appelle, il dit, 3 heures du matin, tu vas avoir des problèmes. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? Et il me dit, oui, je sors d'une réunion, ils ont décrété qu'ils vont t'attaquer parce que tu as la grosse tête. Kignil. Il me dit, oui, c'est le petit milieu des intellos qui décident en France. Vous avez des noms? Hein? Vous avez des noms? Bah oui, mais je ne vais pas les citer là, ils étaient tous là, en fait, tous les grands, hein, ils étaient là. Et ils ont décrété qu'ils vont t'attaquer parce que tu as la grosse tête. J'ai dit, mais attends, je ne connais pas ces gens, je ne fréquente personne, je n'ai rien fait de mal. Il me dit, attends, laisse pour tes belles jambes. J'ai dit, ah bon, c'est tout? Et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Une semaine après, c'était tombé. C'est des éditeurs? Non, ce n'est pas les éditeurs. Non, ce n'est pas des éditeurs. La nomenclatura. La nomenclatura. Et en fait, il y avait un problème aussi avec moi, c'est que je ne m'étais pas mis sous la protection d'un homme, d'un patron solitaire. Pardon? D'un patron, comme on dit. Oui, voilà. Jamais il l'ait fait. Parce que vous parlez de Michel Douquet. Michel Douquet arrive quand je suis déjà hyper célèbre. Il ne m'apporte rien du tout. Et donc, voilà. Et donc, une femme qui, pas seulement noire, qui évolue comme ça toute seule, et donc ils estimaient que j'étais prétentieuse. D'ailleurs, De Villepin va faire un article dans le journal du dimanche en disant que j'étais très hautaine. De Villepin, pas n'importe qui. Que j'étais très hautaine, alors que je ne lui avais rien fait. Mais vous dites vraiment, c'est parce que vous êtes une femme, pas une femme noire. Mais souvent, c'est une critique qu'on dit très facilement. Même il y a un terme aujourd'hui, on le dit, il y a un terme misogynoir aujourd'hui pour dire que voilà, dès qu'une femme noire est assise et est confiante, on dit qu'elle est hautaine, arrogante. Oui, c'est ce qu'il disait de moi, déjà, incontrôlable, hautaine, arrogante, écrit dans les journaux. Incontrôlable, c'est fort. Incontrôlable, oui, que j'étais. Parce qu'effectivement, il n'avait pas de pendant masculin pour répondre de moi. Parce que s'il y avait eu un pendant masculin, oui, je n'aurais jamais eu de problème. Mais sauf que je n'en voulais pas, moi, un pendant masculin. Donc, on vous a proposé des managers, on vous a proposé, j'allais dire, peut-être, c'est pas un maître, une sorte de conseiller. Non, c'est pas une question de conseiller, c'est de mari dans ces cas-là. C'est pas un conseiller. Puis c'est une protection, en fait. C'est symboliquement quelqu'un qui sait parler pour. Alors qu'elle dit. Parler pour, hein, mais qui sont peut-être derrière comme ça et qu'on sache qu'il est là. Pour contrôler ou c'est quoi derrière? C'est qui? Je ne sais pas. C'est le j'espère que je n'en ai jamais eu. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais ils estimaient qu'une femme ne doit pas être seule. Inconsciemment, une femme ne doit pas être seule. Or, j'étais seule. Et j'ai toujours été seule. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, là, il y a quelque chose. Moi, quand j'ai lu votre biographie, en fait, moi, vous me dites 94. Ouais. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une accélération en 96. Parce que oui, mais. Et c'est ça que. J'enfonce ça. Je ne vais pas citer quelque chose, mais je me retrouve en finale avec de l'Académie, qui est le plus grand prix, c'est pas le Nipcourt, c'est l'Académie française qui ouvre le bal des prix, qui est le plus grand prix de France. Félicitations. Et les gens ne le disent jamais assez, ils pensent que c'est le Goncourt, avec un prix commercial. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Bon, donc je me retrouve en finale, femme noire, seule, face... Je ne cite pas les noms. Vous pouvez imaginer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous rentrer dans des tests assez sordides. Et donc, comme je suis en finale, ça dit après ça un petit carré là de finale.
Et ils vont commencer à appeler les académiciens en les menaçant. On va dire que vous avez couché avec elle. Les pauvres monsieur qui avaient juste lu le livre, qu'ils avaient adoré, les Lévi-Strauss et tout. Et on va les menacer, qui vont tous être réveillés, et puis monsieur dans la nuit, ou aller mettre des lettres comme ça dans leur boîte aux lettres en leur disant « Si vous nous donnez le prix, on va dire que vous avez couché avec elle. On va l'accuser de tout. » Et vous savez, en combien de temps, moi je ne pense même pas avoir ce prix qui est très... On n'a jamais donné ça à un étranger. Regardez la liste des prix de l'Académie française, ce sont que la noblesse blanche, pratiquement, aucun noir ni arabe n'a jamais eu ce prix. Je suis la seule personne. Et donc, ils ont tellement menacé ces vieillards. Et le jour moi je pensais avoir le Goncourt, puisque j'étais aussi dans le carré des finales de Goncourt. Et ça ne les dérangeait pas que j'ai le Goncourt, en fait. Ce qui les dérangeait, c'est ce prix-là. Bien sûr. Et donc, moi, je dormais à 13h05. J'avais déjà le prix. En fait, la délibération n'a même pratiquement pas eu lieu. Il paraît qu'ils sont tous arrivés. Et ils ont dit, tous, ils disent que Madame Béala, il faut maîtresse, ils ont tous levé la main, ce qui fait que les autres candidats ont eu 0 voix. Incroyable. J'ai vu 90 ans, ça dit c'était à la stalinienne. Unanimité totale. Dictature. Et donc, ça a été hyper blessant pour eux. Certains, c'était horrible. Moi, je n'avais jamais souhaité ça. Je m'attendais à... D'ailleurs, c'est mon éditeur qui voulait ce prix pour moi. Moi, je voulais mon Goncourt pour gagner du fric. Merci vraiment de nous faire rentrer dans ça, parce que quand on a nos noblesses, en fait, sur le plan littéraire, qui réalisent des exploits, en fait, quelquefois, on peine à le reconnaître, à le voir se faire. Aujourd'hui, est-ce que on considère que ces exploits-là sont restés en fait une histoire du passé? Parce que c'est aujourd'hui on a l'occasion d'avoir la storytelling qui nous la raconte comme ça. Mais il y a trop peu de lieux et d'espaces où c'est raconté. Tout à fait. Or, des petites filles et des petits garçons peuvent s'inspirer de justement la combativité, la résilience, comme Alison disait. Cette résilience-là, comment est-ce que Calixte Béala aujourd'hui peut la transmettre, non seulement pour les Africains de France, mais sur le continent aussi? Je ne sais pas. Parce que je peux dire que je suis né pour survivre. Parce que ce qu'ils m'ont fait, eux-mêmes le reconnaissent. C'est qu'on m'a fait. Ça a duré 1 an. Quelle que soit même l'histoire de plagiat en France, il y en a eu des centaines et des milliers et des plus grands. Personne n'en a parlé autant. Mais des pour plagiats vérifiés. 5 phrases, Tout ça, c'est pour 5 phrases. Tout ce que vous entendez là, c'est 5 phrases. C'est pour ça que l'Académie a envoyé balader ça. Est-ce qu'on n'est pas trop dans l'attente et la validation de ces institutions? Est-ce qu'on pourrait faire nous-mêmes nos prix, nos reconnaissances? Oui. Et Madame Béala, présidente, noblesse. On pourrait le faire, mais il faut des moyens. Or, les Africains n'aiment pas forcément investir dans ces choses-là. Et prenez l'âge. Elle arrive à une époque. La communauté afro, c'était chaud. Mais moi, je vais aller difficile. plus loin. Depuis l'époque de celle qu'on a dit, la Vénus Hottentote. En fait, une femme qui est simplement salie. Mais c'est la même chose que Josephine Baker à son époque. Et aujourd'hui, Aya Nakamura. En fait, si on suit seulement les narratifs qui nous sont proposés, on omet de voir la grandeur et la lutte et la noblesse qui a été là. C'est pour ça que là, je suis en train de me demander comment transmettre et des prix et cet héritage. Oui, moi, je veux quand même vous dire quelque chose. Je dis peut-être l'auteur francophone le plus lu et le plus étudié dans les universités dans le monde. Ça aussi, c'est aussi la vérité, malgré tout ça. Fait. Mais ce qu'il y a, c'est la souffrance qu'il y a derrière. Oui. C'est-à-dire, il faudrait avoir un mental d'acier pour voir son nom dans les médias du matin au soir. Il y a des moments où il racontait que j'avais fui la France, j'avais vu ça aussi, que j'avais fui la France, il y a eu des trucs incroyables, quoi, et qui ne tenaient pas la route. Et tous les jours pendant 1 an, sans interruption, 1 an. Comment avez-vous fait pour surmonter ça psychologiquement? Je ne sais pas. C'est des situations avec vous. Mais comment est-ce que... Moi, je viens sur la plantation maintenant. La plantation, c'est une évocation forte. Ça fait penser à la fois à l'esclavage et au travail forcé. Ouais. Mais là, la plantation... Non, ce n'est pas le cas. Voilà, justement, c'est comme un symbole inversé. On a l'impression que ça prend le parti des fermiers blancs, minorité sur le continent africain. Est-ce que, à ce niveau-là, on ne peut pas s'interroger et se dire, mais
Finalement, Madame Béala, elle utilise sa notoriété et son influence à l'encontre de ce qui devrait être... Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture pourrait être tout simplement que tout le monde peut défendre tout le monde. Et ça, c'est la leçon que je voulais donner. Exactement. Tout le monde peut défendre tout le monde. Oh, on en est encore là. Quand on dépouille les Noirs en France, on les tue. Il n'y a que quelques Noirs qui se lèvent, alors 2-3 Blancs, alors que tout le monde pourrait se lever. Quand l'humanité arrivera à ce niveau où tout le monde peut défendre tout le monde, et c'est ce que je vais quelquefois démontrer, c'est que tout le monde peut défendre tout le monde. Et si je vais du principe qu'un Noir en France, qui est né là, est français, et a tous les droits, je peux aussi aller du même principe qu'un Blanc qui est né quelque part chez nous a tous les droits. Je ne peux pas revendiquer les droits des Noirs, total. Et je le dis encore avec force, que ce pays est à vous. On arrive à une période... Je vais vous dire, ceux qui disent qu'il y a un remplacement, ben déjà qu'ils prennent les fusées parce que c'est déjà fait. C'est fini. D'accord? Je sais qu'un de mes descendants, quand je parle de mes descendants, je parle de va diriger ce pays un matin. Vous n'avez pas encore la conscience de ça. Retenez que je vous l'ai dit aujourd'hui. Ça va arriver. Il est même peut-être sur ce plateau. Non, peut-être pas, mais un de nos descendants va diriger ce pays. Est-ce que Et pour que je sois quelqu'un qui prône la justice, je dois pouvoir être capable de défendre le blanc, l'arabe, le jaune, le rouge, qui est en difficulté pour mieux asseoir ma défense de mon peuple. Est-ce que vous pouvez, c'est très fort ce que vous dites, et j'espère que ça résonnera, parce que c'est exactement le discours qu'on a besoin d'entendre, puisque vous parliez de fédérer, de personnes qui nous ressemblent un peu plus et qui devraient fédérer des actions. Vous, aujourd'hui, quelles sont vos actions ou comment vous vous projetez? Aujourd'hui, je me projette d'abord au Cameroun, où j'espère pouvoir changer les choses, changer la donne, parce que ça fait 43 ans que ce pays vit sous une dictature féroce. Et je vais participer activement à la chute de cette dictature et essayer de mettre en place avec les autres quelque chose de viable pour le peuple camerounais. Et par ricochet pour le peuple africain. Ce n'est que transitoire chez moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Parce que tout le monde me dit, mais tu aurais pu être ministre. Oui, même en France, oui, on me l'a proposé. J'ai proposé d'autres personnes. Attention. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour... Je suis quelqu'un qui est fait pour faire des choses et finir des choses et partir. BAL, fondé. Partir. Donc là, je suis sur le Cameroun. Après, certainement que je vais revenir sur la France, puisque vous êtes totalement désorganisé et réorganiser et voir cette fois-ci ce que ça peut donner. Il y a les municipales, les législatives et les présidentielles dans les trois. J'ai fait participer. Donc vous aider à participer. Ça c'est vrai. Et c'est là où on revient à ce qu'on appelle l'Ubuntu. C'est je suis parce que nous sommes conscients de la communauté. C'est-à-dire qu'on s'en sortira. Et j'appelle aussi à mes frères afro, petit message, soutenons nos sœurs. On a tous des blessures, mais soutenons-nous, soutenons nos sœurs. On considère que c'est un plateau ou une prise de position, un engagement officiel et énoncé. Que ça soit en tant que candidat, tout simplement pour organiser. Je ne serai pas candidate en France. Oui, il me dit, vous avez dit que c'est plus pour accompagner, mais jamais... Il faut que vous vous en sortiez parce que je vous trouve, je le dis honnêtement, je vous trouve éparpillé, pas de construction comme nous l'avions. Vous savez, les Noirs pouvaient m'appeler Madame Béala, il se passe ici chez moi, on m'a viré de mon emploi, je prenais mon téléphone, j'appelais la société en disant, monsieur, Madame Béala, l'appareil, monsieur. On n'a plus tout ça. Vous aviez un réseau, ça veut dire, à quel moment pour vous il y a une scissure? À quel moment, en fait, ce que vous avez dit qui s'est passé pendant un temps, vous avez dit pendant les années 2000-2010, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? J'ai été très touché par ce qui s'est passé en Libye et en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est la Libye et Côte d'Ivoire qui a fait que les Noirs en France ont arrêté tout ce combat? C'est beaucoup, beaucoup. Parce que nous croyons quand même en l'humanisme, nous croyons que nous avancions. Or, c'est un acte qui nous a donné plutôt à voir que nous n'avons pas changé, que par exemple, la France pouvait décider d'aller tuer des gens n'importe où en Afrique. Et ça, c'est traumatisant pour nous. Moi, je suis une enfant des indépendances. Je croyais que j'avançais et là, soudain, je vois un truc qui se passe. C'est une remise en question, quoi. Oui, et là, je vois, par exemple, le cas de la Libye, c'était la pire. Je connaissais très bien le guide et je travaillais beaucoup avec lui. Il n'avait rien fait de mal à personne. Son pays était très avancé, très développé, il s'occupait bien de son peuple. On est parti tout casser.
Hélas, la société dans laquelle je vis, je l'ai remise en question. Je ne pouvais pas ne pas la remettre en question. Et aujourd'hui, je me sens mieux parce qu'après l'avoir remise en question, j'ai compris ce qu'il faut faire pour sauver ma peau. Quand je dis ma peau, c'est la nôtre. Madame Béala, merci vraiment. Et on va, avant de faire passer la parole autour de la table, vraiment reconnaître que bien des lectures peuvent être biaisées. Que là, on a compris qu'avant même votre naissance, une parole avait été annoncée. Vous êtes le fruit et la matérialisation, la manifestation d'une vision. Cette vision, vous l'avez portée pas seulement pour vous, mais pour toutes les personnes qui pouvaient croiser votre chemin et pour des communautés entières qui sont en réalité votre peuple, vos enfants. Là, s'il y avait un message à donner, que ce soit aux afro-descendants des États nés de la colonisation au sud de la Méditerranée, ou bien que ce soit ceux qui vivent en France actuellement, avec les enjeux qui y sont, comment est-ce que vous vous adresserez à eux? Je leur dirais d'abord d'être des Africains avant d'être autre chose. Avant d'être des tribus, je ne sais pas quoi, avant d'être des Européens, avant d'être des bouddhistes, nous sommes d'abord issus d'une même nation. La notion de nation, je n'ai pas parlé de peuple, doit pouvoir entrer dans l'esprit de chaque afrodescendant. Nous sommes d'abord une nation. Et c'est à partir de là, il faut d'abord servir la nation avant de se servir. Quand nous arriverons à ça, que le fait de posséder, j'aurais pu avoir 100 000 maisons, de posséder 100 000 maisons, 200 000, je ne sais pas quoi, et être soi devant, n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la réussite de tout un peuple et de toute une communauté. Et quand je parle de cette communauté, je parle de la nation noire. Il doit y avoir la nation noire. Nos ancêtres ont laissé une couleur qui est le jaune, le vert et le rouge. C'est la couleur de la nation africaine. C'est-à-dire de tout, même des afro-descendants, ça doit être ça notre couleur. C'est ça que nos ancêtres nous ont légué. Et il faut toujours se référer à cette couleur quand nous agissons. Et pour l'instant, on n'en a pas conscience. Je vois des hommes noirs sur les réseaux sociaux dire les femmes noires sont les moins belles du monde, des trucs comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut apprendre à s'aimer. Tu peux ne pas avoir du désir pour la femme noire ou l'homme noir. C'est tout à fait légitime. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est le moins beau de la terre. C'est tout simplement parce que tu as plein de désirs. Voilà. Ça ne remet pas en question ni la beauté, ni la spiritualité, ni la grandeur de notre peuple. Il faut retourner à tout ça et réfléchir à ce qui a été. Et je pense que insulter les civilisations européennes sans y prendre ce qu'il y a de bon, c'est aussi une erreur. Il faudrait, puisqu'ils nous ont tout pris, il faudrait aussi tout leur reprendre et refaire. Ce n'est pas du vol. La réponse. C'est de la récupération. Ouais, donc moi c'était une discussion très enrichissante. On aurait pu continuer. J'aurais aimé qu'on parle un peu du Cameroun en tant que compatriote. Comment justement transmettre cette excellence, comment cette excellence a aussi été accueillie dans le continent. Je sais que c'est pas facile. J'ai essayé d'enseigner là-bas, même avec la bonne volonté. On est face à des obstacles de fou. Et c'est vrai que j'ai toujours en tête la transmission. Et quand je vous écoute, il y a des choses qui résonnent en moi. Parce que cette volonté, j'allais dire un peu humaniste, cette volonté d'unité, soyons d'abord unis, soyons d'abord stratèges, avant tout. C'est vrai que moi, j'ai quitté la France il y a plus de 10 ans, 15 ans, et quand je suis revenu, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'unité. Il y avait des courants sans unité. C'était un gros paradoxe pour moi. Et quand je vous écoute, je me dis, c'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés avant parce que tout ce que vous dites résonne. Tout ce que vous dites, pour moi, a du sens. Et quand je pense à ces personnes qui ont bénéficié de votre engagement, de votre temps, de votre énergie, et qui justement cassent des ponts en usant de votre énergie, en phagocytant tout ce que vous avez construit et en ne redonnant pas. Ça m'attriste. Non pas parce que en fait c'est un gâchis communautaire, mais c'est parce que finalement il y a des gens qui vont se désengager. Il y a des gens qui vont plus croire. Et aujourd'hui, si on discute, et grâce à cette conversation, je me dis, il y a encore espoir. Il y a encore espoir que des gens conscients, volontaires et prêts à être au second plan peuvent se réunir pour créer cette unité. Et malheureusement, on ne sera pas tous au départ. Malheureusement, on ne sera pas tous au départ.
mais je suis fier de voir que vous êtes de retour. She is back. Donc c'est un réel plaisir. Moi de faire un choix. Écoutez, j'ai eu beaucoup d'émotions pendant cette émission parce que je vois Amani Renas, je vois Nzinga, je vois ma grand-mère, je vois énormément de femmes qui m'ont inspiré à travers vous. Et je tiens à vous dire que dans la tradition africaine, vous le savez, rien ne disparaît, tout se transforme et tous nos bonheurs et nos malheurs restent gravés dans notre cœur. Donc tout ce que vous avez pu faire a laissé des traces. Vous avez semé des graines qui vont encore germer. C'est-à-dire que les choses vont avancer dans le sens positif. J'aime bien finir sur des notes positives. Voilà, je vous ai ramené un peu dans 96 parce que quand j'ai lu, j'ai senti même dans la vibration que c'était une période chaude. Et j'ai aimé parce que vous avez accepté de nous faire rentrer dans cette partie-là. Vous avez vécu beaucoup de combats. Vous avez été combattu par des groupes de personnes qui ont fait justement Ubuntu, mais dans leur civilisation, pour vous écraser, vous avez résisté. Et vous voir debout, c'est un symbole d'inspiration pour beaucoup. Le matriarcat africain, Madine 2025 est de retour. Merci à vous, Madame Béala. C'est moi qui vous remercie. C'était fabuleux. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur cette table, il y a plusieurs générations. Il y a vingtaine, trentaine, quarantaine, il y a de tout, cinquantaine. Et je trouve que cette émission est vraiment l'expression d'un renouveau dû à votre retour, peut-être. J'espère pouvoir vous retrouver tous et qu'on va refaire des choses. Je ne resterai peut-être pas longtemps avec vous, mais que vous allez reprendre le flambeau comme il faut et faire les choses exactement comme il faut, savoir s'effacer et savoir servir le groupe. Oui, sans l'ego. Je te laisse. Oui, mais c'est le vrai problème. Bien sûr. C'est l'ego de tout ce que je vois sous les réseaux sociaux. Bien sûr. Nous avons eu le privilège d'avoir avec nous une mère, une reine, une amazone, une mutante par toutes ce que ces luttes ont pu en fait en faire et ce que par ce qu'elle représente, elle fait de toutes les personnes qui se connectent à elle. C'est un privilège pour nous, mais c'est un privilège pour vous aussi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, parce que comme des battements d'ailes de papillons, les paroles qui ont été simplement libérées aujourd'hui sont en capacité de se transformer en réalité et de changer nos façons de voir et d'agir et d'opérer. Et c'est ce que la reine Calix Béala aujourd'hui nous a montré. Merci et à la prochaine sur les funérailles des tabous. Merci beaucoup. Wow.